Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Grand Palais historique enfin dirais-je. On va démarrer par respect pour toutes les personnes qui sont arrivées à l'heure. Les autres prendront la conférence de presse en cours de route ou récupéreront les dossiers de presse qu'on a préparés à votre attention. Alors, pour que ce soit plus simple et pour avoir tout de même une démarche RSE aujourd'hui, tous les dossiers de presse, vous les trouverez sur les petits chevalets, sur les tables hautes. Il y a donc un QR code. Je vous encourage à le flasher. Néanmoins, et avec votre présence, vous allez recevoir cet après-midi sur votre adresse mail les dossiers de presse, des photos et également les communiqués de presse, donc les premiers communiqués de presse qui sont dans le dossier de presse et les communiqués de presse qui arriveront aussi à la fin de l'événement où vous aurez le résultat de ce retour au Grand Palais. Alors moi je suis Corinne Bott et je suis la personne qui est en charge des relations presse pour Art Capital pour les 3 salons cette année, à savoir le Salon des indépendants, le Salon des artistes français et le Salon dessin peinture à l'eau. Donc je vais donner la parole à chacun des présidents. Chacun des présidents va vous expliquer un petit peu la philosophie de son grand salon. On parlera également, vous savez qu'il y a toujours une remise des prix. Il s'agit de la remise des prix de la Fondation Taylor. On vous donnera un petit mot. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert Art Capital, puisque ce matin, c'est pour vous. Vous êtes les premiers à voir la mise en place de l'exposition. Cet après-midi, il y a un grand vernissage, mais je vous dis tout de suite, ce grand vernissage est en général pour les invités, donc les musées, les écoles, les mairies, etc. Et donc il y a énormément de monde. Si certains de vous veulent rester, bien sûr vous pouvez, mais sachez qu'il n'y a pas de passe-file pour la presse. En revanche, à l'issue de cette conférence de presse, vous aurez accès à des badges qui vous permettront de venir entre le 19, donc demain matin, jusqu'au 22. Et franchement, je vous encourage, parce que ce vernissage est un monde fou, c'est pas là où vous aurez la meilleure image de ce qui peut se passer, et je vous encourage vraiment à venir découvrir Art Capital, ce que c'est, son historique. Alors, vous m'avez assez entendu. J'aimerais donner la parole au président d'Art Capital, Daniel Gallet. Vous allez l'entendre 2 fois ce matin, parce que Daniel a double casquette, mais surtout, c'est l'un des grands cofondateur d'Art Capital, donc qui mieux que lui connaît tout l'historique. Et ensuite, on procédera. Vous aurez Bruno Madeleine, et puis vous aurez Denis Eustace, qui lui s'occupe des artistes indépendants et qui remplace Jacques Dalloz, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres, qui est le président. La parole à Daniel Gallet. Merci. Bonjour à tous. Ça fait toujours chaud au cœur et ça fait plaisir de voir que la presse s'intéresse à notre événement. Ça n'a pas toujours le cas parce qu'on n'a pas toujours fait des conférences de presse, hélas. Mais maintenant, ça fait la 2e année, donc on s'aperçoit que c'est quand même important. Donc, Art Capital, en quelques mots. Je suis ici, vous avez la chance d'avoir 2 cofondateurs, 2 vieux de la vieille, avec Jean-François Larieux, sur les 7 ou 8 personnes qu'on était. Il y a, en 2005, quand le ministère de la Culture nous a demandé de nous, pour la réouverture du Grand Palais, en 2006, il nous avait demandé de nous regrouper, de regrouper tous les salons historiques. Et donc, ça a duré 1 an et demi. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'aucun salon n'a les mêmes moyens, les mêmes règlements. Donc, nous avions un bureau en bas. Les murs du Grand Palais résonnent encore de certaines réunions. Mais on est parti d'une page blanche à laquelle peu de gens croyaient. Et on a quand même réussi à faire Art Capital. Et qui depuis 20 ans, donc quand même, représente un peu c'est un peu le haut de la pyramide de tous les grands salons petits ou hauts de toute la France.
On a la chance cette année de revenir au Grand Palais. On a commencé par ça. Certains, même la plupart des salons, exposent au Grand Palais, je crois, depuis 1967, je crois. Hein. Donc, ça veut dire que ici, c'est notre maison. On n'en a qu'une. Voilà. Il y a plusieurs opéras, il y a beaucoup de théâtres. Il n'y a qu'une seule maison, qu'un seul endroit pour les artistes plasticiens, pour un salon, disons, national ou international comme le nôtre. C'est pour ça qu'on s'y accroche. C'est très compliqué. Ça l'est de plus en plus. Avec la réouverture à nouveau, oui, on est content. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver là. Mais c'est compliqué. Mais Art Capital a été une belle aventure. Difficile à mettre sur pied, mais voilà. Donc je pense que chacun des présidents va vous parler à son tour de son salon et puis aussi, pourquoi pas d'Art Capital. Merci. Donc, je suis le président de la Société des artistes français. C'est un des plus vieux salons français puisque nous sommes les héritiers de ce qui a été fondé par, sous Louis XIV, le grand salon historique sous Napoléon III qui a fait les belles heures de l'art. Et puis, depuis 1900 au Grand Palais, qui a été construit avec des architectes, des artistes français, des artistes sculpteurs, mosaïstes et fresques et peintres des artistes français. Donc, on a toujours considéré que c'était notre maison. Et en fait, Art Capital a permis de revenir au Grand Palais après les travaux dans la douleur, parce que c'est devenu quelque chose de financier. Et on n'a pas été, et on est de moins en moins les bienvenus dans ce lieu. On est obligé de se batailler et de trouver des moyens des moyens financiers pour exister ici. Et on pense que l'art, ce que je pourrais appeler l'art pour tous, c'est-à-dire donner la chance à beaucoup d'artistes qui viennent de partout, même de l'étranger, et surtout de l'étranger, parce que les étrangers sont très attachés à nos cultures, aux cultures de nos salons historiques. Et on est obligé de se battre, nous, associations, parce que notre originalité, c'est que nous ne sommes pas des sociétés, nous ne faisons pas de bénéfices. Nous sommes là pour les artistes, pour leur donner de la chance, pour leur donner la chance d'être dans ce grand palais. Et cette bataille-là, j'espère que vous nous aiderez à faire passer toutes nos difficultés. Ça me fait monter des frissons parce que tout le travail qu'on fait, on est heureux de l'avoir fait, mais on est malheureux d'avoir à tant bataillé pour réussir à présenter ça. Et je pense que ça vaut quelque chose. Donc je ne suis pas ici pour vous dire que les grands salons comme Art Basel, Paris, etc., ils n'ont pas le droit d'être là. Ils ont bien sûr leur place, mais reconnaissons la nôtre aussi. Voilà. Oui, cher Bruno, je pense que ce qu'il vient de dire a toute son importance. Vous le savez, aujourd'hui, au Grand Palais, il y a énormément d'événements, des très beaux événements, qui sont des événements mercantiles. Et j'aimerais quand même appuyer sur le fait que Art Capital, l'année dernière, on avait fait un petit slogan que j'aimerais que vous gardiez en tête. Ça s'appelait Art Capital en liberté. Merci Jean-François Larieux, président de la Fondation Taylor. On avait travaillé là-dessus. En liberté, pourquoi? Parce que les artistes que vous voyez se présentent directement à leur public. Donc, ils sont face au public, ils sont là avec leurs œuvres, leurs tripes. La plupart viennent de la France et de l'étranger, avec les moyens du bord, parce qu'il faut savoir qu'être ici, c'est une telle fierté pour les artistes que ça a quand même un impact différent sur Art Capital. Donc, ce que vont vous dire les différents présidents, ça a toute son importance aussi. Alors, je vais rajouter aussi une petite originalité cette année. On a créé, compte tenu de la dimension du Grand Palais, on a dégagé des surfaces qu'on a affectées dans un espace particulier qui s'appelle In Situ, que vous verrez là derrière moi sur votre droite, où on a accueilli 2 autres associations qui ne font pas partie des associations historiques de Art Capital,
qui est DF Art Project, qui représente une centaine d'artistes, et l'association 16 Anges, qui présente cette fois-ci une vingtaine d'artistes. Et cet espace in situ se complète avec des artistes qui ont un petit espace personnel pour présenter plus d'œuvres de leur travail. Et donc, je vous inviterai à aller voir ça aussi. C'est une particularité cette année qui nous a permis de vous offrir l'art complet ici pour faire la fête de l'art. Merci Bruno. Maintenant la parole à Denis, qui remplace Jacques Dallos. Exceptionnellement, Jacques Dallos n'étant pas là aujourd'hui et qui est le président des artistes indépendants. Merci Corinne. Oui, alors les artistes indépendants dont je suis vice-président depuis quelques petites années est aussi un des plus anciens salons, juste après, je crois, le Salon des artistes français, puisqu'il a été créé en 1884, dans une lignée un petit peu particulière. À l'époque, les originaires des artistes français, l'Académie des Beaux-Arts, sélectionnait énormément. Et à un moment donné, quelques milliers d'artistes ont été refusés par l'Académie. Et ça donnait naissance à un salon qu'on appelait le Salon des refusés, Napoléon III, qui était évoqué par Bruno tout à l'heure. Napoléon III a demandé qu'on crée un salon pour tous ceux qui s'étaient fait jeter. Quelques-uns sont venus. Et dans cette lignée, on n'est pas issus, nous, directement des refusés, mais notre philosophie est très simple. C'est que c'est inscrit dans nos statuts, sur lesquels je travaille encore un petit peu. Il n'y a ni jury ni récompense pour notre salon. Ce qui veut dire que n'importe quel artiste, dans la mesure où on a de la place, peut exposer ses œuvres directement au public. On est toujours un petit peu dans la même philosophie. Et donc, on a réussi cette année. On est près de 900 artistes, près de 900 œuvres exposées chez nous. Et on permet à n'importe quel artiste émergent, notamment, de pouvoir présenter son travail. C'est au sein d'Art Capital, on est le seul des 4 salons à avoir cette philosophie-là, ce qui nous vaut quelques taquineries de nos partenaires, puisqu'on accueille tout et son contraire, je dirais tout et n'importe quoi, mais dans le tout, il y a aussi du très bon. La preuve, c'est que j'y suis. Et c'est intéressant de permettre à des artistes de présenter directement leur travail. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur la présentation directe des artistes me semble fondamental. C'est pourquoi je crois beaucoup à Art Capital, dans la mesure où on peut exposer toujours au Grand Palais. Je rappelle qu'ici derrière, ou pas très loin derrière, on a une très belle inscription qui dit que ce palais a été consacré par la République à la gloire de l'art français. Là, ici, je considère qu'on est dans l'art, on n'est pas dans le commerce. Et donc, nous autres, on est dans l'art, avec les artistes. Et donc, c'est pour les artistes. Dans le même ordre d'idée, les artistes indépendants se sont orientés depuis 1 an ou 2, notamment cette année, vers la province. Bruno parlait d'ouverture à l'étranger. On a 2 groupes d'artistes qui se sont constitués pour des raisons essentiellement logistiques, parce que quand on vient du fin fond de la France, et notamment du fin fond de la Normandie, qui est ma région d'origine, c'est toujours un petit peu la galère de monter à Paris, on loue un véhicule, bon, tout le monde n'est pas libre, etc. On a donc un groupe de Normandie représenté chez nous, on a un groupe de Bourgogne représenté chez nous, ce qui permet à des artistes éloignés de la capitale, on monte à Paris quand on est à Cherbourg, on monte à Paris et ils sont particulièrement heureux de présenter leur travail sous la grande coupole du Grand Palais. C'est quelque chose d'essentiel pour nous et donc je pense qu'on contribue aussi à la promotion non seulement de l'art mais des artistes. Les délégations, on est un petit peu comme les autres salons. Je veux dire, on accueille des délégations chinoises, on accueille des délégations japonaises, on accueille une délégation de Taïwan. On est pas mal sur l'Asie, mais on a aussi des Grecs, donc on a beaucoup de monde et puis des groupes qui se constituent. Et puis on aura quelques événements. Je veux dire, on met en valeur, en particulier une jeune artiste musicienne qui fait également des études de géopolitique. Donc c'est les doubles casquettes, mais certains ici ont 2 casquettes, voire
deux couvre-chefs différents, qui se produira cet après-midi au fond de l'Agora, là, sur de la musique a priori classique au piano. Demain également, on aura une présentation de mode artistique en fin de semaine. Et puis voilà, on a quelques éléments autour de l'art, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Denis. Et puis maintenant, on va donner la parole à Daniel. Daniel qui est également le président du salon dessin peinture à l'eau et qui va vous en parler plus particulièrement. Merci. Dessin peinture à l'eau. En 1949, pour l'instant je démarre avec un peu d'historique, comme mes collègues, on est beaucoup plus jeunes, donc plus fragiles. 1949, quelques amis, des grands peintres, des sculpteurs, graveurs, se sont dit qu'il n'existe quasiment aucun événement d'importance qui met en avant le dessin. Le dessin qui est quand même la base de notre métier. Même si, de nos jours, ce qui est souvent vanté, survendu, pour eux, ça compte pas, certains en tout cas, mais la base, c'est quand même le dessin. Après, on peut déstructurer, mais c'est quand même plus pratique quand on sait dessiner un peu. Donc, en 1949, au Musée d'Art moderne, ils ont créé le premier salon du dessin d'importance. Vu l'idée originale, donc je vous disais, les graveurs, les sculpteurs et les peintres et les dessinateurs ont dit chiche. Et il y a eu tellement de succès que l'année d'après, ils se sont dit on va faire la même chose, mais avec ce qu'on appelle la peinture à l'eau, vulgairement. À l'époque, il n'y avait pas d'acrylique, mais c'était la gouache, l'aquarelle, le pastel et autres. Rebelote, énormément de succès, parce que beaucoup d'artistes, des grands sculpteurs ou des grands artistes peintres n'avaient jamais l'occasion, ni dans leur galerie, parce que ça a toujours été sous-évalué. Hein, et donc, ils étaient hyper contents de montrer leurs œuvres plus gestuelles quand on fait l'aquarelle, ou plus... Voilà. Et donc, vu le deuxième succès, en 1951, c'est créé, ils ont vraiment l'association dessin peinture à l'eau, salon du dessin et de la peinture à l'eau. Moi, je l'ai réduit parce que c'est long. Dessin peinture à l'eau en 1951. Et puis ensuite, quand on est arrivé au Grand Palais, tous les grands salons, on a exposé, on a partagé le Grand Palais avec nos amis de comparaison. Voilà, donc il y avait des peintres qui mettaient un dessin chez nous, une aquarelle, et puis, ou une sculpture, et puis chez nous un dessin. Voilà. Donc, la dessin peinture l'eau, c'est le seul salon au monde, on va dire, spécialisé dans le sous-vert. Ouais, souvent, je dis, je suis le président du sous-vert. Bon, voilà, dans ce qu'on appelle, parce que c'était fragile, et puis c'est comme ça. Au détriment des ventes. Comme je vous disais, ça a toujours été considéré comme des arts secondaires, pas forcément mineurs, mais secondaires. Les aquarelles, le pastel, on dit « Oh, la belle aquarelle, oh, le joli pastel ». Bon. Et donc, aussi bien au niveau des tarifs de vente, que ça a du mal à avoir la cote que ça mériterait, souvent. Vous avez j'ai déniché, depuis que je suis président, des aquarellistes extraordinaires, les meilleurs en France. Et le prix de vente, leur prix de vente est 5 fois meilleur que l'équivalent en peinture ou en sculpture. Ce qui fait qu'il y a une pénurie de peintres qui font de l'aquarelle, du sous-vert, du dessin. Et pour nos amis français des graveurs, c'est presque encore pire, vu les prix de vente. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout pour se lamenter, mais c'est pour expliquer pourquoi, et ça vient aussi, on parle d'économie, et j'espère qu'en fonction de vos questions, on pourra répondre de manière un peu plus précise, mais au niveau de l'artistique, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a certaines formes d'art qui disparaissent progressivement à cause de, la difficulté. Savoir être un bon aquarelliste, c'est pas évident. Voilà, un trait, un beau dessin, c'est pareil.
On ne peut pas revenir dessus, c'est donc techniquement compliqué, et surtout, ça a peu de destination à être vendu, quoi, hélas. Et les galeries, d'ailleurs, n'ont jamais joué le jeu parce que c'était lourd, parce que ça brille, parce que ça... Donc voilà. Donc c'est compliqué, mais on essaye de faire avec. Voilà. Si, je voudrais dire aussi que depuis 2018, j'essaie de montrer des invités d'honneur exceptionnels qui ont tous ont exposé à un moment donné au Grand Palais. Et tous, je les ai exposés à une époque, à belle époque où je gagnais ma vie en organisant aussi des expositions de prestige. Et je les ai à l'époque tous connus, que ce soit Verlaine, Roland IV, Enrico. Cette année, on a Michel Siri qui est à l'entrée là-bas. C'est bien aussi de montrer des artistes qui en leur temps étaient très connus dans le microcosmos, et pas toujours reconnus par le ministère, par la presse, par tout ça. Voilà, donc je trouve que c'est important de démontrer aussi, et puis aussi aux jeunes artistes qui n'ont pas connu ces artistes-là. Voilà. Merci Daniel. De toute façon, je vous répète, vous allez trouver dans le dossier de presse, bien évidemment, tous les détails concernant chacun des 3 salons avec les spécificités. On a fait quelques focus sur des invités d'honneur, parce que chaque année, il y a des invités d'honneur ou une délégation particulière. Donc, vous trouverez ça également dans le dossier de presse. On a fait une rubrique également sur les petits formats pour que chaque visiteur qui sera là cette semaine pourra repartir avec un petit bout d'art capital. À défaut de pouvoir s'offrir une grande œuvre, chaque artiste a dans la boutique, entre guillemets, le pop-up store, comme diraient les Anglais, des petits morceaux, des petits formats, ce qu'on appelle du petit format, qui permet à tout un chacun de ramener une œuvre. D'autre part, la spécificité également chez les artistes indépendants, c'est qu'ils sont très actifs au niveau d'animation dès demain. Dès cet après-midi, oui, d'ailleurs, avec pianistes, avec tout un tas de choses. Et puis effectivement, des collectifs ou des regroupements qui sont fort intéressants. Quant à Bruno, lui, avec les artistes français, je crois qu'il a la part la plus importante de personnes qui exposent, me semble-t-il. Donc ça, là aussi, vous avez de tout. Et Daniel, chez lui, c'est pur. Il l'a dit. Moi, ce que j'aime le plus chez Daniel, c'est sa façon de réunir des artistes absolument incroyables. Je rêvais, il m'a fait vivre un rêve il y a quelque temps. Je rêvais de rencontrer Enki Bilal et grâce à lui, j'ai pu le rencontrer. Donc, vous voyez, ça, ce sont des histoires aussi qui font art capital et pas que. Alors maintenant, j'aimerais peut-être que l'on parle d'une chose qui va tous vous intéresser, puisque à Art Capital, il y a une remise de prix, et il s'agit des prix de la Fondation Taylor. Donc je laisse Daniel en parler, et ensuite il fera la clôture et questions-réponses pour vous. Merci Corinne. C'est avec beaucoup de plaisir que vous connaissez peut-être d'ailleurs que je vais vous présenter mon ami depuis 40 ans. On a refait des combats ensemble. Il y a, entre autres, pour créer Art Capital. On n'était pas toujours en majorité, parce que les associations, c'est ça, le bien et le mauvais côté des associations, c'est qu'à un moment donné, on vote, et puis voilà, on gagne ou on perd. Voilà. Après avoir été président du Salon d'automne à une époque, vice-président de plein d'associations, on avait été aussi vice-président ensemble de la défense du Grand Palais. À un moment donné, on voulait déjà nous retirer le Grand Palais avant la première fermeture. Maintenant, il est président de la Fondation Taylor, qui aide énormément les artistes. Et je pense que rien de tel que lui pour parler de la Fondation Taylor. Merci, merci Daniel. Écoutez, bon, j'avais pas prévu de parler de la Fondation Taylor, mais une chose est certaine,
la Fondation Taylor est intimement liée au grand salon historique du Grand Palais. Cette Fondation Taylor a été créée par le baron Taylor en 1844. Elle a pour mission de soutenir la création contemporaine, d'organiser également des expositions historiques dans son sein. Nous avons un hôtel particulier rue La Bruyère dans lequel nous organiserons des expositions d'artistes contemporains, des expositions muséales en partenariat avec les musées de France autour du 19e siècle. Il y a trois volets, c'est le soutien financier aux artistes, exposition, la totalité des gains vont aux artistes, tout est gratuit. Et pour cela, nous avons un patrimoine immobilier important que l'on loue. Et donc, en fait, le pôle économique, il est construit et très important. Mais le plus important aujourd'hui, c'est pas de parler de la Fondation Taylor, c'est de parler d'Art Capital. D'Art Capital, pourquoi Taylor vient remettre des prix? Parce qu'Art Capital est un véritable vivier d'artistes contemporains. Du professionnel, de grands artistes qui ont exposé chez nous, mais qui continuent également à exposer jusqu'aux artistes amateurs. Cet immense vivier, il est probablement très complexe à décoder. Parce que vous allez voir cet immense, vous allez visiter, vous allez tomber sur des choses, vous allez dire non mais c'est ridicule. Et par contre, vous allez faire des découvertes d'artistes mais fabuleux, importants, qui vivent de leur art, qui exposent dans le monde entier et en France évidemment. Donc Taylor vient remettre des prix pour aller chercher des pépites, des artistes qui méritent d'être découverts. Art Capital, on avait lancé ce slogan l'année dernière, c'est l'art en liberté, unique quasiment au monde, cette manifestation qui est issue, je le répète, des grands salons historiques du Grand Palais. C'est pas par hasard que nous sommes encore présents. Cette histoire a été racontée déjà par les présidents actuels. Mais cette magnifique histoire nous permet d'avoir encore un outil fabuleux, un concept extraordinaire où les artistes en liberté peuvent s'exprimer, peuvent être vus. Alors, bon an, mal an, ça mérite d'être travaillé, ça mérite d'être reconstruit, ça mérite d'être dynamisé. Il faut des moyens financiers, il faut de l'intelligence, il faut des soutiens, des partenaires. Mais ce concept, il est fondamental. Fondamental, on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de laisser tomber, parce que c'est de laisser tomber cette émanation des salons historiques, parce que c'est réellement un sens unique de l'histoire en France. Salon d'automne, salon comparaison, salon des artistes français, salon des indépendants et d'autres salons des années 50 qui ont plus ou moins disparu. Mais c'était la spécificité française, comme est la spécificité de la Fondation Taylor. Et c'est pour ça que nous sommes en partenariat. Donc moi, je pense ils vont tenir le coup. Il faut les aider, il faut dynamiser. Si vous avez des idées, je pense qu'elles sont les bienvenues. Évidemment, beaucoup de critiques peuvent être faites lorsque vous allez visiter les allées. Il y a tellement de choses. Mais l'essentiel, c'est ce que cela représente, l'art en liberté. Merci Jean-François. Je vais laisser à Daniel Gallet le mot de la fin. Avant question-réponse, on va vous passer évidemment un micro. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir à la demande du président et des différents présidents. On ne va pas se voiler la face. On est là cette année. La question était tout de même très ouverte l'année dernière lorsqu'on a quitté le Grand Palais éphémère. Évidemment, les aides font défaut, mais cruellement défaut. Il a fallu se battre. Il a même fallu se battre pour obtenir que les ministères et autres viennent nous visiter. Alors évidemment, on est de l'art où ce sont des personnes indépendantes qui sont là. Il n'y a pas d'énormes moyens. Je vous l'ai dit, les gens viennent d'Europe ou viennent de France avec leur petite voiture, dorment chez des amis, etc. Donc c'est quand même un effort colossal. Et comme le disait fort justement Jean-François,
on a besoin de vous, hein. On a besoin que vous répondiez présent, que vous écriviez et que vous posiez des questions qui parfois peuvent fâcher, mais qui ont toute leur importance. C'est vrai qu'on a été laissé tomber. C'est vrai qu'on a pu quand même encore cette année, en faisant les fonds de tiroir, en essayant par tous les moyens de voir comment résister, mais combien de temps. Et de toute façon, on tiendra, mais on a besoin de vous. Oui, donc on compte sur vos questions, même de fond, surtout de fond. N'hésitez pas, n'importe quoi, on répondra. Les grandes difficultés, comme ça a été dit par Bruno, par Corinne, par aussi Jean-François, et puis je sais que tu penses la même chose, c'est que Art Capital, c'est un peu un miracle. C'est fait avec des bouts de ficelle. Jusqu'à ce que... Ça fait combien de temps? Depuis 2017, on s'en sortait comme on pouvait, mais on s'en sortait. 2018, boum, quasiment plus de subventions. Donc, tous les ans, et à contrario, évidemment, tout augmente, que ce soit la baguette, à imaginer un peu les grands espaces, que ce soit le Grand Palais, le Grand Palais éphémère, etc. Donc, c'est facile à comprendre. D'un côté, quasiment plus rien pour l'art plastique. Pour ce que représente Art Capital, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le haut de la pyramide, en toute modestie, de tous les salons qu'il y a en France, en province, en banlieue. Vous savez ce qu'on appelle les salons de banlieue, avec beaucoup d'amour. Voilà. On a l'impression qu'on n'est pas aimé, c'est pas qu'on a l'impression. Corinne a dit gentiment qu'on se bat pour faire venir le ministère. Non, on se bat, mais le ministère ne vient pas. Donc le ministère ne nous aime pas, mais c'est pas pourquoi. Et on a, je l'ai dit l'année dernière, il y avait une personne parmi les journalistes, j'ai dit l'année dernière, on a des preuves, des mails. Vous savez, les erreurs, la secrétaire qui se trompe, et puis on reçoit tout l'historique de ce mail. Et quand on vous dit en haut, là-haut, là, dans le dernier, le grand chef, et pourquoi on aide ces gens-là? Alors qu'avant, le sous-chef, il avait dit, ils ont des étrangers, pourquoi on donne l'argent à des étrangers? Quand ce sont des grands événements, quand il y a des étrangers, on trouve ça formidable. Art Capital, il y a des étrangers, on trouve ça déplorable. Et on ne va pas, pourquoi donner de l'argent? Enfin, beaucoup d'excuses comme ça, minables, mineures. Et depuis, on rame. Quand je vous dis c'est un petit miracle, c'est qu'en 3 jours, on monte 17 000 mètres carrés. Avec une entreprise que l'on paye, qu'on a changé, qu'on est content, mais environ 200 bénévoles. Nous, on fait ce que Art Basel met 4, 5, 6 jours à faire de construction, et c'est beaucoup moins complexe. Donc, vous avez une armée de bénévoles, une armée de personnes qui viennent donner de leur personne, de tous âges, de tous sexes, de toute région. Tous, quand on leur dit, quand les présidents ou les comités disent aux artistes pourquoi c'est si cher pour eux, au point que beaucoup d'artistes professionnels de talent ne peuvent plus, parce qu'ils n'ont plus de galeries depuis le Covid, parce que beaucoup de galeries ont fermé. Je parle des galeries qui faisaient vivre 90% des artistes. Je ne parle pas des 10% qui, elles, fonctionnent très bien, qui vendent par million. Mais ce n'est pas le même métier. D'accord? À partir du moment... Donc, oui, les artistes espèrent, quand ils viennent à Art Capital, trouver une galerie, vendre une œuvre, prendre des contacts, être invité par une mairie comme invité d'honneur par-ci, une exposition cet été au bord de la mer par-là, etc. Art Capital est le phare, est le seul endroit où ils peuvent, en quelques jours, changer de dimension, d'inconnu dans leur atelier. Voilà. Donc si ça disparaît, qu'est-ce qui va leur rester? Plus de galeries, des petits salons de banlieue ou de province. Il va leur falloir 3 générations pour se faire connaître.
Depuis 2017, 3 siècles et demi d'histoire des salons sont là. Alors, merci à vous de relayer. Avant, vous allez pouvoir nous poser la question, parce qu'on a aussi beaucoup de défauts, et on va essayer de vous expliquer. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Lisa du magazine Maison et Jardin. On a toujours une rubrique sur l'art, on fait des présentations d'artistes. Ça fait quelques années qu'on est partenaire, je connais Daniel depuis longtemps. Ça me fait de la peine d'entendre cette situation économique difficile pour ce type de salon. Est-ce qu'il ne serait pas temps, parce que nous, bien sûr, la presse magazine, on baisse de vente constamment. Par contre, on a décidé de passer à l'ère du digital, du numérique, qui nous fait partir plus loin. Et je me dis peut-être qu'il serait temps aussi que ces salons historiques, qui nous font rêver, parce que l'art en liberté, ça nous fait rêver, passent aussi au digital et au numérique. Et je dirais que quand des petits génies du marketing sortent de grandes écoles et font des levées de fonds sur des projets de start-up complètement farfelus, pourquoi il n'y aurait pas un concours à mettre en place avec les grandes écoles d'art et les grandes écoles de marketing pour essayer de lever des budgets pour des salons historiques qui en valent la peine d'être défendus? Quant à tous ces ministères qui font un peu, qui boudent un peu pour vous donner des subventions, bah, je pense qu'au niveau du marketing, avec une bonne équipe commerciale de gens qui sont volontaires, pourrait faire tomber des subventions de certains budgets. Quant à nos maires, ils ont aussi pour action d'acheter de l'art dans leur ville et d'acheter de l'art français. Alors, bienvenue aux étrangers au salon, et on les veut parce que ça fait de la mixité. Aujourd'hui, la France est mixte. Mais je pense que si les maires qui sont d'accord d'accueillir l'art pouvaient aussi soutenir vos salons, il y a peut-être aussi une piste à prendre de ce côté-là. Et moi, je suis partie prenante pour vous aider et vous faire une rubrique régulière sur Maison et Jardin, de façon à ce que, pour pouvoir développer les événements, n'attendons pas les 6 prochains mois, mais commençons à jour J, à aujourd'hui, à commencer à ouvrir les demandes et à faire entrer des subventions pour Art Capital 2026, je pense. Voilà. Merci de la question. Alors, le digital, l'Internet, c'est sûr que c'est une puissance de feu terrible. Mais nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, en quelque sorte, c'est de montrer que les artistes soient présents, que les artistes puissent parler directement de leur œuvre. Et donc, je ne conçois pas que nos expositions soient mises sur Internet. Et c'est d'ailleurs un peu ce que nous disait le ministère. Il nous disait, mais si vous n'avez pas les moyens d'aller au Grand Palais, allez donc sur Internet. Donc ça, vous vous rendez compte de ce qu'ils nous disent? C'est incroyable. Et alors maintenant, est-ce qu'il faut développer un travail sur Internet pour aller chercher des subventions? Peut-être, mais là encore, nos moyens sont faibles. Nous ne sommes que des associations et même s'il faudrait peut-être qu'on travaille ce sujet-là, on est assez démunis. Oui, merci. Oui, je pense que l'idée de Lisa est bonne. Je partage l'idée de Bruno. L'art reste quelque chose de très humain, mais je vois dans la proposition de Lisa, si je devais être un peu original, quelque chose que mes expériences passées appelleraient de la stratégie indirecte. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est, à mon avis, c'est peut-être pas pour présenter l'art et les artistes, mais c'est pour agir sur ceux qui sont capables de nous aider à continuer nos expositions physiques et nos expositions relationnelles. C'est peut-être ça, Lisa, non? Donc, se faire connaître et se faire apprécier de ceux qui ont les moyens de nous faire continuer Art Capital. Oui, oui. Mais j'ai bien noté qu'on va faire des partenariats et que l'ensemble de la presse ici présente vont nous ouvrir leurs colonnes et leurs écrans à bon prix.
En tout cas, merci Lisa pour la proposition. On la retient, on va en discuter et on se reverra. Maintenant, autre question? Donc, merci pour cette conférence de presse. C'est la deuxième. La première sonnait quand même plutôt le tosquin, puisque vous ne saviez pas si vous alliez venir ici. La bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit une invitation, manifestement, vous y êtes. Donc, deux questions. Comment vous avez fait? Est-ce que vous parliez notamment des coûts de location? Donc, est-ce que vous les avez négociés ou quelqu'un a fait un geste? Ça, c'est le premier point. Donc, un peu rentrer dans les bouts de ficelle, parce que, vu l'ampleur, on a quand même du mal à vous qualifier uniquement de jouer avec des élastiques. Et ça ne serait pas très bon pour votre image en plus. Alors, on a réussi cet exploit en réduisant la durée de notre salon, parce que habituellement, nous avons un salon qui durait du mardi au dimanche, donc 6 jours de salon. Compte tenu des coûts, nous avons réduit, on a d'abord réduit à 4 jours notre salon. Et puis un événement est survenu en juillet où on nous a appris que M. Macron souhaitait faire son forum de l'intelligence artificielle au Grand Palais, au moment où on avait nos dates. Et donc, on nous a gentiment expliqué que faudrait qu'on s'adapte à la semaine d'après, et qu'éventuellement même notre salon n'existe que pendant des jours de semaine. Donc, on a bataillé avec la RMN pour au moins décrocher un jour de plus, bien qu'on n'ait pas réussi à avoir le dimanche. Vous avez bien noté que notre salon se finira samedi soir, à notre grand regret. Et donc, dans cette négociation-là, on a réussi à avoir les 5 jours pour le prix des 4 jours initiaux. Et le deuxième volet, c'est que, compte tenu de la surface supplémentaire que nous avions par rapport au Grand Palais éphémère, eh bien, nous avons été recrutés en quelque sorte des artistes en plus grand nombre. On a pu accueillir plus d'artistes, ce qui permet aussi d'avoir une recette complémentaire. Donc voilà, ce sont ces deux pistes-là qui nous ont permis d'être là. J'attendais que vous ayez fini d'écrire votre note. Quand vous parlez d'images qui pourraient être négatives, quand je parlais d'élastique, c'est ça, j'ai dit ça? Bon. Et alors, par rapport au poids de l'histoire, par rapport à tous ces artistes, vous savez, au ministère, il y a une dizaine d'années, il me disait il y a environ 10% de la population qui bidouille. Du gamin qui fait des petits dessins, la personne en retraite, les amateurs, les professionnels. 10%, ça fait 7 millions de personnes. C'est pas rien. C'est sûrement c'est 2 ou 3 fois plus que le foot, qui a 2 ou 3 millions de personnes qui font du foot. C'est donc sûrement qu'il y a plus d'activité, on va dire, je sais pas, c'est pas très français, en France. Alors, quand bien même, parce qu'on aurait mal géré, et c'est pas le cas, Bruno l'a dit, on a bataillé. Quand tous vos artistes ont des dates, prévoient les hôtels, prévoient les avions, les déménagements, et qu'au dernier moment, on vous dit « Ah ben non, parce que là, on prend votre date. » Oui, on a bataillé dur, monsieur. On est des bénévoles qui lâchons pas le bout de gras comme ça. On a baillé dur, et du coup, on a 5 jours. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Bruno par rapport... Oui, il y a plus de surface. Oui, on a besoin de plus d'argent, parce que c'est ou tout ou rien. Avant, on pouvait prendre qu'une partie du Grand Palais. Maintenant, c'est ou vous prenez tout, ou vous prenez rien. Vous allez à la Villette, ou, je sais pas, à Villepinte. Des lieux qu'on respecte d'ailleurs, hein, mais pas pour leur plastique. Enfin, en gros, c'est... Non. Et jusqu'où doit-on aller pour rester au Grand Palais?
Bonjour, François Rousseau pour la revue Aladin Antiquité, une revue pour les collectionneurs. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus, si j'ai bien compris, vous êtes ici chez vous depuis un siècle et demi et aujourd'hui vous devez payer pour être chez vous. Oui, enfin, non, les artistes français étaient là au départ de la construction, donc depuis 1900. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous devez payer pour être chez vous. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les chiffres ou est-ce que ça ne se dit pas? Parce que dans le dossier de presse qu'on n'a pas encore pu lire, mais que j'espère on pourra lire, est-ce qu'il est indiqué le prix qu'un artiste doit payer pour exposer un tableau? Et est-ce que vous pouvez donner le prix sympathique que la RMN vous a consenti pour les 5 jours en question? Alors, effectivement, on fait payer aux artistes pour qu'ils exposent. Ça nous fend le cœur parce que ce n'est pas notre but de gagner de l'argent sur leur dos. Et malheureusement, on est obligé de passer par là. Aux artistes français, on fait payer 450 € à chaque artiste. Pourquoi? Parce que le Grand Palais et l'installation de tout ce que vous pouvez voir, ça coûte pour l'ensemble de tous les salons 1,2 million au moins. Je n'ai pas fini les comptes, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Sur les 1,2 million, la location du Grand Palais, c'est de l'ordre de 400 000 €. Négocier, oui. C'est vrai que, compte tenu des modifications de dates, etc., on a réussi à avoir une gratification. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au Grand Palais éphémère, la location du Grand Palais pour la même durée, c'était une augmentation de 47%. Oui, après, il y a toute la logistique, la sécurité, le nettoyage, et puis l'installation de toutes les cloisons, des tissus, des lumières, etc. Et donc, oui, là-dessus, ça ajoute beaucoup de choses, les catalogues, les assurances, tout ça. Et ça nous fait toujours mal au cœur de demander. Mais les artistes ont toujours payé une petite part dans les salons, dans l'histoire des salons. Hein. Enfin, je ne parle pas de l'époque de Louis XIV et de l'autre là. Non. Mais depuis le milieu du XXe siècle, il y a toujours eu des participations, mais qui étaient minimes. L'État prenait en charge les structures. Je me rappelle, quand on est arrivé, nous, il n'y avait même pas de gardien. Hein. Tu te rappelles, il n'y avait pas de gardien. Aujourd'hui, il y en a un derrière chaque porte, il y en a un derrière vous, là-bas. Enfin, voilà, vous faites un devis de nettoyage, c'est 100 000 € pour 5 jours. Ah ben oui, mais ça, parce que oui. Donc nous, on diminue, et puis on nettoie moins. Mais ça coûte quand même 80 000 € hors taxe, d'accord? Tout est comme ça. Donc c'est compliqué. Je voudrais, puisqu'on parle, on a des dans les chiffres, et puis maintenant on se connaît, on peut se dire les choses. Quand on a créé Art Capital, en 2006 ou 2007, on avait 280 000 € de subventions. Le Grand Palais, il nous coûtait environ 260 000 € par là. En 2017, alors je ne sais plus combien on payait, on devait être à 300 quelque chose. Et généreusement, maintenant, on a 55 ou 56 000 € du ministère de la Culture pour des milliers d'artistes. Imaginez que l'Opéra ou la Bastille, ils diminuent aux mêmes proportions, ils ferment demain. Je sais que je suis bien placé pour le savoir, d'autres formes de culture, d'art sont aussi maintenant vont commencer à rentrer aussi dans cet infernal retrait du ministère. Faut récupérer de l'argent, donc on va plus être les seuls. Mais pour l'instant, vous voyez un peu la différence. Et pourquoi depuis 2018, du jour au lendemain,
Donc, toutes nos petites économies, et il y a certains salons qu'on avait moins que d'autres, parce que moins anciens. Voilà, c'est pour ça, la petite démonstration tout à l'heure que j'ai failli me foutre de la fenêtre. Oui, bonjour. Alors, vous nous faites part de vos difficultés. On compatit, hein, parce qu'on aime beaucoup Art Capital. Nous aussi, dans nos journaux, on a des difficultés. On n'en fait pas état pour autant, parce que ça n'intéresse pas nos lecteurs. Hein. Mais est-ce que c'est pas un peu la sélection naturelle qui s'opère? Est-ce que Art Capital est utile? Je suis complètement d'accord avec vous. Mais si vous nous invitez dans votre journal, on ira. Hein. S'il y a un petit café, un truc, on discutera de vos problèmes. Mais je vous ai quand même donné un chiffre tout à l'heure. 6 à 7 millions qui bidouillent, c'est pas rien. Pour votre cas personnel et les cas de tout le monde d'ailleurs, tout le monde a des problèmes aujourd'hui. Ils essaient de récupérer de l'argent partout. Donc c'est peut-être même que le début. Je préfère avoir mon âge que l'âge de mes fils, de mes petits-fils, petits-enfants. Néanmoins, nous, vous êtes là, gentiment, à nous écouter, donc nous, on vous parle de nos problèmes. On pleure un peu, tout ça, voilà, comme ça vous êtes au courant, et de vous en parler, ça nous fait moins de mal. Mais vous avez raison, votre deuxième question, qui était la plus importante, en gros, c'était à quoi bon? Est-ce que oui? La réponse, c'est pour ça que je vous dis oui. Et quand tout à l'heure j'ai terminé mon propos en disant jusqu'où doit-on aller pour avoir encore un pied au Grand Palais? Jusqu'où doit-on, combien d'artistes doit-on mettre dans le Grand Palais? À quoi bon? Il y a quand même une question de la position de l'art. Est-ce que la culture, c'est quelque chose qui est important? Nos associations, c'est vrai qu'elles pourraient disparaître, mais est-ce que l'art, il doit se réduire à l'art financier, l'art qui se vend, un art officiel? Est-ce que les artistes n'ont pas le droit d'exister? Il y a tout un marché, le marché qui existe derrière tout ce travail-là. Ça n'a pas d'importance économique? Laissons-le tomber, ça sert à rien. Alors si c'est pas nous les associations, bah ce sera quelqu'un d'autre peut-être. Enfin, je le souhaite parce que je le souhaite pour les artistes. C'est pour ça. Si vous nous l'amenez, madame, on le prend tout de suite, le mécène privé. On est bénévole, on se traîne, on se plaint et tout. Mais bon, on réfléchit quand même à tout ce qui est possible. On a essayé beaucoup de choses. Non, juste une remarque impertinente. Je pense que nos 4 sociétés historiques sont reconnues d'utilité publique. C'est peut-être une part de réponse à votre question. Est-ce qu'on sert à quelque chose? Si on est encore d'utilité publique, c'est que l'État reconnaît que nous avons une utilité publique. Alors on peut nous la retirer, hein, on peut nous retirer la reconnaissance d'utilité publique, mais quelque part, si les artistes ne créent plus, si les artistes n'exposent plus, quelque part, où va-t-on? Imaginez-vous, vous, une société dans laquelle l'art devient uniquement digital, non pas dans sa présentation, mais dans sa création. Moi, je ne l'imagine pas encore. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais compléter plusieurs propos qui ont été dits. Alors, sur le débat public, effectivement, la pérennité, il y a un débat qui a été annoncé qui sera vendredi à 18h. Il y a une table ronde avec le député de Paris, Emmanuel Grégoire. Donc, ça sera l'occasion pour vous, les journalistes, de poser les questions aussi aux députés et aux représentants, dont Bruno, qui animera la table ronde. Ça, c'est le premier point sur les enjeux politiques et qui me semble très important. Excusez-moi, c'est quoi? C'est un débat interne artistes français?
C'est Terre Capital parce que vous aviez tous validé, les 4 présidents. Je suis bien content de le savoir. Merci. C'est juste une question comme ça. Ça a été validé par les 4 présidents et effectivement, ça va s'organiser avec plutôt Bruno comme animateur parce que j'ai pas eu de nouvelles après depuis, mais c'était pas le sujet. C'était pour annoncer que la conférence aura bien lieu vendredi à 18h. Le deuxième sujet, c'est que sur la pérennité, je pense que effectivement, monsieur évoquait Darwin, oui, il faut s'adapter, mais vous l'avez fait, donc bravo. Moi, je tiens à saluer l'ouverture que vous avez fait avec In Situ et Myriam qui a organisé ce grand espace qui a permis de vendre des mètres carrés supplémentaires à des artistes ou à des associations dont moi je fais partie puisque j'ai un petit stand avec Art for Good qui permet aux associations d'exister. Et le troisième sujet dans les partenariats qui n'est pas dans le dossier de presse, c'est qu'effectivement pour la première fois vous avez un partenaire sur le financement qui va permettre aux artistes de les aider à vendre aux entreprises, qui est quand même un point important qui existe dans toutes les foires. Et donc ce partenariat artiste-entreprise est Est-ce que vous avez une question sur Art Capital et les difficultés qu'on a en interne? Enfin, non, je voulais compléter les propos qui avaient été dits, effectivement. En faisant votre pub, vous avez raison, c'est fait pour ça. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Parce que là, on est attendu par la direction du Grand Palais. Je suis désolé, on va faire court. Il me semblait avoir vu... non? Par ici? Là, monsieur, voilà, c'est ça, devant. Merci beaucoup. Félicitations d'abord, parce que je sais bien que c'est un travail très difficile, le travail que c'est faire tous les ans, les présidents ici présents. Alors, une question très précise. Est-ce que vous êtes pour accepter l'argent international, ça veut dire d'un organisme étranger directement? Parce que si c'est comme ça, je connais quelques personnes qui peut-être les peuvent aider. Parce que je suis une personne qui crée beaucoup en l'art et je crois que l'histoire française, ça c'est dans l'art précisément. Si c'est comme ça, je les peux aider avec un contact. Évidemment qu'on est preneur. Enfin, tout au moins à discuter. Mais que ce soit vous, par votre intermédiaire, tout au moins, tout le monde, on est tous, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la peinture, à la sculpture, à la gravure, à la photographie, dans tous ces états, et normalement, doit remonter ses manches et nous aider. Merci à tous, en tout cas.